Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille au second rendez-vous des cycles de conférences qui est organisé par la Haute École de Santé de la HESSO Valais-Wallis et qui s'intitule L'avenir du système de santé suisse à l'horizon 2030. Pour ceux qui ont déjà participé, nous avons eu la chance de bénéficier de l'expertise de Madame Brigitte Rorive en décembre dernier, ici dans cette même salle, pour une excellente première conférence sur la place et les perspectives de l'hôpital dans le système de santé. Cette conférence a lancé avec brio ce cycle de 5 événements qui s'achèverait en mai prochain. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur et médecin Antoine Flao. Monsieur Flao est docteur en biomathématiques, professeur ordinaire aussi en santé publique à l'Université de Genève et directeur et fondateur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, directeur et fondateur de l'École française de santé publique et recteur de l'École suisse de santé publique. Son brillant parcours illustre son expertise et aussi sa vision novatrice, faisant de lui une figure incontournable dans le domaine de la santé publique et un acteur clé également pour relever les défis globaux de santé. Sa présentation s'intitule « Quels défis pour une santé publique suisse et globale ?» D'ici 2030, la Suisse comptera un nombre croissant de personnes âgées. Cela signifie que le système de santé devra s'adapter à des nouveaux besoins. Et le professeur Flao va nous expliquer les grandes tendances qui façonneront le système de santé suisse dans les années à venir, tout en mettant en lumière aussi les enjeux de santé publique et globale. Il soulignera également comment la Suisse peut se préparer pour garantir un accès équitable à des soins de qualité à l'horizon 2030. Nous vous invitons donc de profiter de ces différentes conférences. Ils sont aussi là à la fin pour poser en fait des différentes questions qui vous préoccupent. Chaque conférence qu'on anime ici dure environ 40 minutes et est toujours suivie par 20 minutes d'échange entre le public et l'intervenant ou l'intervenante. À l'issue de cette heure, vous êtes toutes et tous à nouveau cordialement invités à un apéritif qui est offert afin de prolonger les discussions et les échanges. Nous espérons donc vous revoir nombreuses et nombreux lors des prochaines conférences de ce cycle. Le prochain rendez-vous, je l'annonce d'ores et déjà, se tiendra le jeudi 27 février 2025 avec la professeure Stéphanie Monod, qui, elle, abordera la gouvernance et l'organisation du système de santé suisse. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire dès maintenant en ligne sur le site de la HESSO Valais-Wallis. Voilà. Et je vous prie maintenant d'accueillir le professeur Antoine Flao pour sa présentation et un grand merci à vous toutes et tous pour votre présence et une bonne conférence. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci aux organisateurs de m'avoir invité ce soir ici, dans ce magnifique auditoire. Et merci à vous tous d'être venus. Oui, on va en effet parler de ces défis pour la santé publique suisse et globale. On va essayer de les voir ensemble. Peut-être trouverez-vous qu'il y a d'autres défis que je n'aurais pas abordés. Le premier défi, vous l'avez dit, c'est vraiment celui du vieillissement de la population. J'appelle pas ça un problème, ni même quelque chose que l'on redoute. On a tous fait et œuvré dans nos professions de santé, ici et partout en Suisse, mais aussi dans le monde, pour justement augmenter notre espérance de vie. Et en fait, ça marche. C'est incroyable de penser qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas vu son espérance de vie doubler dans le siècle dernier. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est vrai, alors bien sûr, il y a des inégalités flagrantes qui restent et qui perdurent malheureusement entre les pays et même à l'intérieur des pays, mais aucun pays n'a été complètement laissé à l'écart de ce mouvement formidable. Et aujourd'hui, le Japon, qu'on voit
sur la carte de 2015, qui commence déjà à dater de 10 ans, hein, on voit qu'on est sur cette course vers la carte de 2050. On aura rattrapé le Japon d'ici d'ailleurs 2040, c'est-à-dire qu'on aura plus de 30% de notre population qui aura plus de 60 ans. Et encore une fois, c'est ce que nous avons tous voulu, c'était de pouvoir vieillir plus longtemps. Alors, la Suisse est champion, ou presque, en tout cas elle est championne en Europe, dans le domaine de l'espérance de vie à la naissance. Je vais vous parler beaucoup de prévention, puisqu'on va parler de santé publique, on va parler de prévention, et vous allez me dire, mais quoi encore ? Vous voulez encore nous prolonger plus longtemps, mais d'abord nos systèmes économiques, nos systèmes de santé ne vont pas tenir le coup, ils sont déjà à bout de souffle. Comment on va faire si en plus cette prévention fait qu'on vit encore plus longtemps ? En fait, les déterminants de l'espérance de vie à la naissance, ce n'est pas tellement la prévention. C'est plutôt, enfin, il y a certainement bien sûr de la prévention, on peut l'imaginer, mais c'est plutôt, on le sent bien, nos niveaux de revenus, d'éducation, notre système de santé, c'est celui-là qui arrive à maintenir le plus longtemps possible les gens en vie. Peut-être que le bon indicateur pour véritablement évaluer le système de prévention d'un pays, c'est l'espérance de vie en bonne santé qui nous reste quand on a l'âge de 65 ans, disons quand on arrive à l'âge de la retraite. Quand on arrive à l'âge de 65 ans, si on est capable de mener sa population loin en bonne santé longtemps, alors c'est que depuis le début de la vie et tout au long de la vie, on aura mis des politiques publiques qui auront favorisé la prévention pour éviter que des maladies arrivent et n'obèrent notre bonne santé à l'âge de 65 ans. Et là, vous voyez que c'est plutôt la Suède qui arrive en tête, c'est plus la Suisse. La Suisse n'est pas mal, mais on est à plusieurs années de moins d'espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans. On a donc des progrès à faire en Suisse et qui sont autour de la prévention et qui ne visent pas du tout à augmenter l'espérance de vie. Donc, que les assureurs se rassurent, on ne va pas taper davantage dans les caisses de pension, ce n'est pas des rentes plus longues qu'on va vouloir, on va vouloir, avec notre prévention, ce qu'on appelle comprimer la morbidité. On va vouloir que, parce qu'on va tous mourir de quelque chose, et pas dans notre lit un soir sans se réveiller le lendemain, peut-être que beaucoup aimeraient ça, mais ce n'est pas ce que la prévention nous propose. On va être malade, mais on va être malade le moins longtemps possible et le plus tard possible. Et on va être le plus longtemps possible sans aucune maladie si on a, grâce à la prévention. Alors, c'est statistique, ça va réduire le risque de survenue de maladie ou le retarder. Je voudrais prendre, alors je vais le zoomer un petit peu et le mettre en français pour, disons, les 4 premières causes de décès. Vous les connaissez peut-être tous, c'est bon de les rappeler. On meurt en Suisse de maladies cardiovasculaires d'abord, très proches de cancer en termes de probabilité, on va dire. Et puis, de maladies d'Alzheimer, démence et maladies neuropsychiatriques, et puis d'infections respiratoires. Alors, plus intéressant pour la prévention, ça va être de regarder les facteurs de risque de décès. Pareil, je vais prendre les plus importants. Et vous voyez que les plus importants, puis après on va les prendre les uns après les autres pour voir, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? C'est ça, là-dessus où la prévention peut-elle agir? Ça va être l'hypertension artérielle, la cigarette, le diabète, l'obésité, le cholestérol, l'alcool, l'alimentation, la pollution de l'air. Rien de très étonnant peut-être, hein. Peut-être rien non plus de tout à fait difficile à atteindre, et peut-être qu'on peut imaginer que si on a des progrès à faire, des marges de progression, on peut peut-être les voir dans ces domaines-là. Alors, commençons par l'hypertension artérielle. Ici, ce sont des données françaises. Je n'ai pas malheureusement des données pour la Suisse, mais je suspecte qu'elles ne soient pas très très différentes. Et ces données sont plutôt tristes. L'hypertension artérielle, on se dit, mais dans le fond, dans un pays où il y a un accès, je dirais, à robinet ouvert aux soins de santé, j'exagère un peu, mais c'est pareil chez nous. On peut aller voir son pharmacien, son médecin, son infirmière pour se faire prendre sa tension. Eh bien, la moitié des hypertendus français ne savent pas qu'ils le sont.
ne connaissent pas leur chiffre de tension, ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Et, presque pire encore, ceux qui le savent, pour moitié, ne sont pas traités correctement, ne sont pas traités à la cible, probablement ne surveillent pas leur tension ou on n'a pas assez d'exigences pour faire baisser vraiment la tension. Donc, belle marge de progression sur le domaine de l'hypertension artérielle. Encore une fois, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres pour le Valais, mais je suspecte qu'on ne soit pas très 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 différents. La cigarette maintenant. Alors la cigarette, c'est rare de voir des cartes du monde comme ça, parce que vous m'avez demandé d'avoir aussi une vision un peu globale. On voit sur cette carte que l'Europe n'est pas très bien en point. On n'est pas excellent. Si vous êtes dans l'industrie du tabac, vous pouvez vous dire qu'il y a des marchés dans des pays émergents. Mais si vous êtes dans la santé publique, vous vous dites, bah oui, on a des marges de progression, on n'a pas réussi dans tous les pays. Certains ont réussi mieux que d'autres, mais on n'a pas vraiment réussi. Qu'est-ce qui marche? Ici, on est en Afrique du Sud, mais c'est exactement pareil chez nous. Mais en Afrique du Sud, quand il y a eu des politiques un peu plus libérales qui voulaient enlever les taxes sur le tabac, immédiatement la consommation a bondi. Donc il y a une sorte, parfois les gens se disent, mais pourquoi les taxes sur le tabac? Si, les taxes sur le tabac, les Britanniques appellent ça sin tax, les taxes du péché, sans avoir un jugement si moraliste sur les fumeurs. Disons que les taxes, ça fonctionne très bien. Mais ça atteint ses limites. On a des taxes en Suisse, ça atteint ses limites. On a encore 30% de fumeurs chez les adultes, c'est beaucoup trop. Alors, une chose intéressante, un petit peu controversé, on n'est pas très fiers de ce que je vais vous montrer, c'est le Japon. On n'est pas très fiers parce que ce n'est pas la santé publique qui a permis de lutter contre le tabagisme au Japon, c'est le marché, c'est l'industrie du tabac. En fait, l'industrie du tabac développe des produits beaucoup moins dangereux, qui sont des produits sans combustion. Ce qui nous tue dans la cigarette, une cigarette tue au moins un fumeur sur deux et près de 2/3 des fumeurs réguliers. Ce qui tue, c'est les goudrons, qui sont produits par la combustion des feuilles de tabac, et puis le monoxyde de carbone qui est produit par la combustion des feuilles de tabac. Donc si vous chauffez le tabac, vous avez un peu peut-être de goudron, c'est certainement pas recommandé chez un non-fumeur, mais beaucoup, infiniment moins que quand on le brûle. Et puis la cigarette électronique, encore moins. Et donc au Japon, il y a une interdiction de la cigarette électronique, parce que c'est des tabatiers, l'industrie du tabac qui est très forte, très puissante et très proche du gouvernement, et qui a changé ses produits et qui a apporté des produits moins dangereux, moins nocifs. Et il y a 50% de réduction de la cigarette, de la vente de cigarettes en moins de 7 ans au Japon. Donc c'est fabuleusement rapide, en laissant faire le marché, parfois, sans même le soutien de la santé publique. Vous avez la possibilité, et on voit ça un peu partout dans le monde. Par exemple, ici, c'est aux États-Unis, on voit le vapotage qui grimpe chez les jeunes et qui complètement déclasse la cigarette. Les jeunes ne se tournent plus vers la cigarette, et c'est quand même une très très bonne nouvelle, et on voit ça aussi en Suisse. Moi, je ne me plains pas de la cigarette électronique chez les jeunes, ce n'est pas mon combat, ce n'est pas un combat de santé publique. Je pense que les écologistes parfois se plaignent, et ils ont raison, parce qu'il y a plein de petites batteries lithium qu'on retrouve dans les puffs sur le bord de la route. Oui, qu'on puisse éduquer et qu'on puisse demander aussi aux fabricants de recycler les piles, par exemple, ou les plastiques qui sont des déchets polluants, bien sûr, mais en matière de santé, je pense qu'il vaut quand même beaucoup mieux ne pas fumer. Alors, troisième, c'était le diabète. Le diabète, on n'est pas différent des autres pays européens, vous voyez, en tout cas, on n'est pas mieux loti que nos voisins, plutôt même moins bien, un peu mieux, beaucoup mieux quand même que les Allemands, mais le diabète, si c'était un pays de l'Union européenne, ce serait le troisième. Donc il y a beaucoup de diabétiques. Donc diabète, je n'ai pas les chiffres, mais je suspecte aussi que ce soit, notamment pour le diabète de type 2, un peu voisin de l'hypertension, c'est-à-dire que beaucoup ne savent pas qu'ils souffrent de diabète et pourraient, d'abord par des mesures hygiéno-diététiques et aussi par des médicaments, redescendre à des niveaux normaux qui les protégeraient et qui protégeraient leur santé. L'obésité, on entre ici vraiment dans des facteurs qui sont très très liés les uns avec les autres. L'obésité, elle augmente. Alors, certes, on n'est pas au niveau des États-Unis, on va y revenir juste après, mais on voit que dans toutes les régions du monde, l'obésité augmente. Alors, c'est triste aussi de voir ça, parce que
un peu comme pour l'hypertension, je disais, mais on a des médecins, on a des infirmières, on a des pharmaciens, on rembourse les produits. Pourquoi est-ce que ce n'est pas des produits très chers par ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à régler ce problème? Ben, pour l'obésité, on peut se dire que ça fait plus de 25 ans qu'on sait très 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 bien que l'exercice physique et une alimentation saine permet de réduire de 50% le risque de diabète et d'obésité. Et malgré ça, ça augmente. Donc on n'est pas, on n'est pas bon là-dessus en santé publique, on n'arrive pas bien. Et je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est des débats de l'administration américaine en ce moment, au plus haut niveau de l'État, des querelles entre, vous avez peut-être vu, entre Elon Musk, qui est farouchement défenseur des produits, des nouveaux médicaments, des agonistes du GLP-1 pour lutter contre l'épidémie d'obésité, et puis Kennedy, le potentiel, en tout cas candidat à être le ministre de la Santé, qui lui dit non, il faut s'attaquer à l'industrie agroalimentaire parce que ce qu'on nous donne à manger aux États-Unis, c'est de la junk food. Il faut vraiment que toute cette nourriture ultra, processée, fabriquée, puisse être contrée et qu'on puisse manger des fruits, des légumes, ce que on nous recommande aussi ici en Suisse. Et donc, entre ces deux tendances, du plus haut niveau de l'administration Trump, on ne sait pas encore qui va gagner ou si ce sera un mix des deux. Revenons un peu aux États-Unis, c'est un énorme problème. C'est pour ça que c'est au cœur de leur campagne et c'est au cœur de leur problématique. Pour Robert Kennedy, c'est vraiment l'objectif numéro 1, c'est de s'attaquer à l'obésité. C'est presque 75%, presque les 3/4 des Nord-Américains sont en surpoids, mais 43% souffrent d'une obésité, d'un BMI supérieur à 30. Donc c'est plus de 2 fois plus que chez nous. C'est un très très gros problème de santé publique qui a un coût monumental, des coûts directs, comme vous voyez, qui se chiffrent en milliards de dollars annuels, des coûts de perte de productivité, d'absentéisme, etc. Et puis des coûts aussi, bien sûr, de comorbidité associée à l'obésité. Donc on est ici dans un très gros problème de santé publique pour lesquels toutes les politiques publiques aujourd'hui se sont heurtées à des barrières énormes. Alors, encore une fois, la santé publique a documenté ça très bien. On sait très bien ici qu'à chaque fois qu'on arrive à réduire l'index de masse corporelle, eh bien, on fait des économies, des réductions, des économies sur les frais de santé, les coûts de santé qui sont très très substantiels pour chacune des maladies, que ce soit diabète, hyperlipidémie, hypertension, même problème de santé mentale, problème pulmonaire, arthrite, tout cela, douleur du dos, tout cela gagne énormément à la perte de poids. Donc il y a beaucoup d'incitation à lutter contre l'obésité, en particulier dans les pays. Alors en Europe, encore une fois, la Suisse est relativement épargnée, mais vous l'avez vu, personne n'est totalement épargné et les courbes montent partout. Mais les premiers pays qui commencent à rejoindre les États-Unis, c'est le Royaume-Uni et la Turquie. Le cholestérol LDL, qui est aussi un des facteurs qui nous tue, le cholestérol LDL, avec pareil que l'hypertension, pareil que le diabète, très mal mesuré, dépisté, diagnostiqué. Pourtant, c'est vraiment pas très coûteux et pas très difficile. C'est dès l'âge de 40 ans qu'il faut regarder cela, 45 ans. Et puis ensuite, on a des moyens qui ne sont pas médicamenteux déjà et qui permettent de baisser le cholestérol. On va y revenir, bien sûr. C'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est le tabac et c'est l'alcool. Les grands piliers de la prévention. Alors, venons déjà à l'alcool, la consommation d'alcool. Alors là, on n'est vraiment pas du tout parmi les meilleurs. Compliqué, l'alcool. Vous voyez la carte. À nouveau, déjà, on voit dans la carte du monde de l'alcool, on voit qu'on peut se passer d'alcool. Il y a des peuples qui se passent d'alcool. Donc, ce n'est pas obligatoire, même pour faire la fête. Et le problème de l'alcool, c'est un problème très, très européen. On voit ici, c'est les régions de l'OMS, toutes les régions de l'OMS ici qui sont représentées. Et vous voyez que la région Europe, c'est 15 fois
la région du Moyen-Orient, mais c'est même supérieur, bien supérieur aux régions également de culture européenne. On peut dire oui, mais c'est notre culture. Le Moyen-Orient, ils sont plus musulmans, et ils boivent moins, d'accord. Mais en Amérique, c'est pas le cas. Et en Asie non plus, ils boivent beaucoup moins. Donc on boit beaucoup en Europe. Et on a une très grande complaisance pour cela, puisque on n'arrive pas, on a des lobbies, comme on le sait, très puissants, et on n'arrive pas à lutter. Alors, il y a deux façons que je voudrais vous montrer de lutte contre l'alcool. Une qui est vraiment lourde et dure. Je ne parle pas d'un régime communiste ici, je parle de la Suède. La Suède a le système Bolaget. Je ne sais pas si vous connaissez le système Bolaget, c'est la déprivatisation de la vente d'alcool. Vous n'avez pas... C'est un peu comme le Migros, je dirais presque. On n'a pas dans les supermarchés de Suède, mais le Migros, c'est un peu hypocrite. Parce que vous avez à côté des nerfs qui vendent de l'alcool. Et c'est le même groupe quand même. Alors que, voilà. Mais là, en Suède, vous n'avez pas de vente d'alcool autorisée ailleurs que, bien sûr, dans les bars et les restaurants, quand même, ils acceptent ça, mais dans des magasins d'État. Les gens sont fonctionnaires, ils ne sont pas intéressés aux ventes, et ils n'ont pas le droit de faire de promotion. Il n'y a pas de bouteilles pour le prix d'une, etc. Il n'y a pas de réduction comme à la COP, etc. Et en fait, le système Bolaget marche bien parce qu'ils ont une consommation qui est au moins 30% inférieure à la nôtre. Pourtant, il fait quand même nuit longtemps là. Et eux-mêmes disent, si on retirait le système Bolaget, on augmenterait immédiatement de plus de 30%, et c'est assez clair. Mais je ne vois pas trop comment, en Suisse, on va accepter le système Bolaget. J'aime peut-être mieux le modèle italien. Parce que le modèle italien, si je zoome ici, on voit que le modèle italien, il est quand même très très performant. Alors ici, on ne voit pas, le point rouge, c'était ce qui était avant, mais il est même tout en haut. En fait, ils ont beaucoup baissé leur consommation d'alcool. Et en fait, le modèle italien n'est pas de déprivatisation du système de la vente d'alcool. On peut dire, ah oui, mais nous, on a les viticulteurs, on a des lobbies, etc. Les Italiens aussi, franchement, c'est quand même, ils se partagent, ils se disputent avec la France la première place d'exportateur mondial, mais ils exportent leur vin, ils le boivent moins. En tout cas, les jeunes boivent moins, et les vendeurs de spiritueux, de marque, vous pouvez croire, vous dites, mais ce type, il nous fait de la publicité pour de l'alcool. Oui, Martini est peut-être une marque d'alcool, mais ça, c'est alcool-free. Il n'y a pas d'alcool. Ils ont fait beaucoup de boissons sans alcool et sans sucre ajouté qui participent à la fête. Parce que vous allez peut-être dire, mais nous, on a l'habitude de l'apéro. C'est vrai, on aime bien les apéros, mais tant qu'à faire, on peut tout faire sans alcool. Alors les vins, là j'ai mis des vins de la COP sans alcool, ne sont pas fameux, je trouve, mais en revanche, l'Aperol Spritz sans alcool, vous ne voyez pas beaucoup la différence. Alors certains me disent oui, parce que ce n'est pas bon l'Aperol Spritz, il y a des gens qui aiment, mais pour ceux qui aiment l'Aperol Spritz, ce n'est pas très différent. Donc vous pouvez avoir, et nous on essaye maintenant de faire avec nos jeunes à l'Université de Genève, quand on fait des pots, etc., on essaie de les faire avec des buffets comme ça. Il y a des bières sans alcool, c'est pas mal les bières sans alcool. Quand on est un très grand goûteur, on va peut-être dire que non, on peut diminuer sa consommation d'alcool avec ce genre de choses. En tout cas, c'est ce que j'appelle le modèle italien. Autre problème de notre consommation alimentaire, c'est notre diététique trop riche en viande. On est obèse dans cette carte du monde en Europe avec notre consommation de viande rouge. Et ici, je ne vais pas vous faire le coup du sans-alcool. Je ne vais pas vous faire dire qu'il faut devenir végane ou végétarien. C'est très bien. Si vous l'êtes, vous êtes certainement, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan des cancers, beaucoup, en bien meilleure forme et avec un bien moindre risque que si vous êtes un gros consommateur de viande. Mais on peut sans doute diminuer sa viande rouge. Attention, la viande rouge, ça n'est pas culinaire, c'est diététique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit « oui, mais le porc, c'est de la viande blanche ». Non, c'est de la viande rouge au sens diététique du terme. La viande rouge, c'est toutes les viandes de cheptel, sauf, on va dire, sauf le gibier, je ne sais pas trop pourquoi. Les diététiciens mettent le gibier dans les viandes blanches, qui sont donc recommandées, et aussi, surtout, le poulet, les volailles, le poulet, la dinde, etc. Et bien sûr, les poissons. Alors, les Américains ne sont pas très bons là-dessus. En fait, c'est pas mal de regarder les Américains parce que c'est notre anti-modèle. Je ne parle pas de politique ici, je parle juste de leur diététique. C'est notre anti-modèle. En fait, 75%
ne mangent pas de fruits, de légumes, ne cuisinent pas du tout, ne mettent pas dans une poêle quelques légumes crus, quoi. Et ne prennent pas de fruits. 63% ont trop de sucre. Mettre du sucre partout, c'est des addictifs, dont le sel est rehausseur de goût, on va le voir juste après. C'est également, pour 90%, ils excèdent les limites de sel, et puis pour 77%, c'est trop gras. Donc, c'est toujours ces nourritures ultra transformées qui est une nourriture qui... la nourriture ultra transformée en soi n'est pas forcément mauvaise. Elle peut être classée d'ailleurs, on dit un peu, si vous reconnaissez ce qu'il y a dans l'assiette, si vous reconnaissez, en général dans la boîte, on va plutôt dire, si vous reconnaissez ce qu'il y a dans la boîte, si ça a la forme d'un poisson ou je ne sais pas quoi, là, si vous pouvez reconnaître le type d'ingrédients qu'il y a, c'est pas trop ultra transformé. Je ne sais pas, la petite salade que vous allez prendre avec, on voit quelques petits bouts de poulet, des tomates, etc. Je dis là, je reconnais un peu tout, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais si vous n'arrivez pas du tout à reconnaître ce qu'il y a dedans, les ingrédients ont été tellement industrialisés que ça, c'est très souvent, il se trouve que c'est très souvent beaucoup trop gras, beaucoup trop salé, beaucoup trop sucré, parce que les industriels mettent tout ça là-dedans. En fait, les bénéfices d'une alimentation saine sont absolument considérables. Pourquoi ? Parce qu'on mange tous les jours, déjà. Donc, on pourrait éviter 10 millions de décès. C'est mieux que le tabac. On peut vraiment faire d'énormes... Je parle du monde, bien sûr. On pourrait éviter 10 millions de décès prématurés. Les décès prématurés, c'est presque un peu comme l'espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans, c'est-à-dire que c'est un très bon indicateur de la prévention aussi. Et donc, les pays qui ont une alimentation saine ont moins de décès prématurés. Mais en plus, c'est très sain, vertueux, parce que c'est bon pour la planète. En fait, la viande rouge est assez délétère en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Simplement l'agriculture et l'alimentation, c'est 37% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Et 80% viennent des élevages. Donc, manger moins de viande, c'est bon pour la planète aussi. Après, il y a des choses que nous faisons ici en Suisse. On a adopté le Nutri-Score, mais enfin, je crois que la Migros a décidé de l'enlever de ses produits. Le marquage Nutri-Score, il est prouvé comme étant utile à la santé publique. C'est-à-dire que ceux qui utilisent le Nutri-Score ont finalement une meilleure santé que ceux qui ne l'utilisent pas. Et on peut l'utiliser quand les industriels sont obligés de le mettre. Et en fait, on peut comme ça classer les différents produits, y compris un peu transformés. On peut voir que certains sont A et d'autres sont E. Donc, ce n'est pas le fait d'être ultra transformé ou d'être dans une boîte qui fait que c'est forcément mauvais. Ce n'est pas que le fruit, je dirais, naturel que l'on voit sur l'étalage qui est bon, ou le légume. Ça, c'est bon, mais c'est vrai qu'on voit aussi. Et donc, il y a des gens qui militent pour que le Nutri-Score soit obligatoire en disant « Mais attendez, le consommateur, il n'a rien à y perdre. » Parce que parfois, on nous dit « Mais c'est votre liberté individuelle. » Mais attendez, que les choses soient marquées. Si vous n'avez pas envie de le regarder, vous ne le regardez pas. Ce n'est pas très agressif de voir que c'est A, B, ou D ou E. Simplement, ceux qui commercialisent des produits E n'aiment pas les voir marqués E. Voilà. La pollution de l'air, maintenant. La pollution de l'air, alors là, on est plutôt bon. On est plutôt bon, mais un peu hypocrite. Enfin, je vais parler surtout de moi, j'allais dire, en tout cas des Genevois. Parce que Genève est une plaque tournante des hydrocarbures, comme vous le savez, du commerce des hydrocarbures. Alors, ce n'est pas moi, je n'ai pas d'action dans les hydrocarbures, ni d'un côté ni de l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vend des hydrocarbures qui sont extrêmement raffinés chez nous. Il n'y a plus de plomb, il y a beaucoup moins d'émissions de particules fines quand on les brûle, etc., parce qu'ils sont très raffinés et qu'on a beaucoup milité pour cela. Mais en revanche, on vend encore aux pays plus pauvres, parce que c'est moins cher, des hydrocarbures très peu raffinés, et ça prélève des années de vie sur leur espérance de vie. Là, on n'est même pas dans l'espérance de vie en bonne santé, on est vraiment dans l'espérance de vie. Et puis, par ailleurs, on voit qu'il y a aussi une courbe linéaire avec la démence sénile, la maladie d'Alzheimer, la pollution aux particules fines, quelle qu'elle soit. Ça peut être dû bien sûr, au fait qu'on brûle les énergies fossiles, ça peut être dû au sable du désert. Quand il y a des sables du désert en Suisse, on devrait mettre des masques dehors, des masques de type FFP2,
comme si c'était contre le Covid. Je veux dire, dans le fond, on lutte contre des particules fines. Ce n'est pas les micro-gouttelettes de notre respiration, c'est les particules fines du désert. Ou quand on fait du vélo, comme le font beaucoup d'Asiatiques, ils mettent des masques quand ils sont dehors. C'est assez logique s'il y a beaucoup de pollution. En fait, 7 millions, c'est à peu près le chiffre aussi que l'on peut espérer sauver en arrêtant de fumer, de nombre de vies par an. Et pour la pollution de l'air, c'est le même niveau. Pour rappeler, c'était 10 millions pour l'alimentation. Et à nouveau, on est dans l'éco-bénéfice. L'éco-bénéfice, c'est-à-dire que c'est bon pour la planète. Alors vous allez me dire, non, la pollution de l'air n'a rien à voir avec la planète. Les particules fines, c'est pas le CO2, ce n'est pas des gaz à effet de serre. Oui, bien sûr, mais c'est les mêmes énergies fossiles qui, en brûlant, produisent des gaz à effet de serre et des particules fines. Donc, lutter contre les particules fines, c'est aussi bon pour la planète. Et donc, c'est pas simplement l'asthme ou je parlais de la démence sénile, c'est les AVC, c'est les infarctus du myocarde, c'est la bronchite chronique obstructive, c'est le cancer du poumon, chez le non-fumeur aussi, et chez le fumeur, c'est synergique. Et puis aussi, c'est le Covid. Alors vous êtes peut-être étonné de vous dire, mais comment, puisqu'on nous dit que c'est à l'intérieur qu'on attrape le Covid, pourquoi est-ce que la pollution de l'air favorise le Covid? En fait, on a vu, pendant la pandémie, on a fait ces études, on a pu montrer que quand il y a eu des vagues, par exemple, la première vague, en Lombardie, c'était juste après une très grosse vague de pollution atmosphérique. Il y avait, un peu comme en ce moment, un anticyclone avec cette inversion thermique et qui capture les particules fines et qui font que ça nous rend un risque de maladie respiratoire parce que c'est comme un abrasif. Ces particules fines sur notre arbre respiratoire, c'est du papier de verre qui 20 fois par minute monte et descend et nous ponce notre épithélium respiratoire. Donc, c'est comme ça qu'on a de la grippe, c'est comme ça qu'on a du Covid. Disons que ça favorise à la fois l'infection et la gravité de l'infection. La sédentarité, c'est peut-être un des domaines où la Suisse est particulièrement bien placée en Europe et dans le monde. En termes d'activité physique, les Suisses sont vraiment bien placés. Alors ici, ils ne sont pas dans le palmarès. Ils ne seraient pas très très loin des Chinois et des Japonais. Les Chinois et les Japonais, en fait les Japonais ont inventé un concept. Vous savez, les Français ont inventé les 5 fruits et légumes par jour. Vous savez ce qu'ont inventé les Japonais? C'est les 10 000 pas. Parce qu'ils ont appelé Mampokai, en japonais ça veut dire le compteur des 10 000 pas. Et c'était le premier des manomètres qui a été, maintenant on en a tous sur nos smartphones, mais eux, en 1965, ont fait le premier des manomètres qui s'appelait le compteur des 10 000 pas. Et les Japonais se sont mis à marcher. Ça a été un marketing social fabuleux qui a fait marcher les Japonais. Quand vous allez au Japon, les Japonais marchent. Ils n'arrêtent pas de marcher. Ils vont au travail en marchant, ils vont chez des amis en marchant. Voilà. Nous, on prend notre voiture pour tout faire. Eux, enfin, j'exagère, peut-être vous ne faites pas ça, mais encore une fois, les Suisses sont plutôt des gens qui font, voilà, ils font de la raquette, ils font de la randonnée, ils font du ski, ils font du sport, ils font beaucoup d'activités physiques. Donc ça, c'est très très bon. En réalité, l'activité physique, comme le dit le proverbe latin, c'est vraiment bon pour tout, y compris pour l'esprit, pour la santé mentale, pour le sommeil, pour les fonctions cognitives. On peut montrer, c'est un des déterminants de la démence sénile, la sédentarité. Donc voilà, les bureaux debout, assis debout, c'est très bien. Je pense, pour vous dire sincèrement, peut-être que vous allez me trouver un peu fou, mais je pense que dans quelques années, ce genre d'audience sera debout, en partie, assis, debout. Je veux dire, on est trop souvent assis. Et donc, il faut se mobiliser. C'est bon pour le poids, c'est bon pour l'équilibre et la coordination, c'est bon contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, la minéralisation des os, voilà. J'aime assez bien ce que dit ce prof de Harvard. Il dit, si vous ne faites aucune activité physique, allez-y, faites-en un petit peu. Et si vous en pratiquez déjà un peu, faites-en encore un peu plus. C'est-à-dire que le compteur des 10 000 pas
attention, c'est très culpabilisant. 10 000 pas, c'est plus d'1 heure de marche par jour. Dire aux gens, faites plus d'1 heure de marche par jour, ils regardent sur leur smartphone, ils se disent, oh là, c'est horrible, je suis qu'à 6 000 pas. Ils ont l'impression d'avoir échoué, quoi. En fait, les études montrent que, grosso modo, à partir de 4 500 pas, c'est-à-dire grosso modo 20 minutes de marche par jour, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça c'est pas grand-chose. On peut presque tous le faire, peut-être en plus de nos activités. Mais même maintenant, grâce au podomètre, justement, on sait exactement ce que font les gens, y compris. Donc il y a des gens qui acceptent volontairement de porter soit des montres connectées, soit sur leur smartphone. On arrive à voir leur mobilité et on s'aperçoit qu'un tout petit peu de mobilité, c'est beaucoup mieux que rien. Et il n'y a pas besoin d'en faire énormément pour que ce soit beaucoup. La courbe est un peu asymptotique, 10 000 c'est très bien, mais en fait, dès 4 500 c'est déjà très bien. Et ça c'est faisable pratiquement par tout le monde. Et au début, on dit faites-en 1000, faites-en 2000. Voilà, et faites monter les étages, descendez, prenez. On dit que c'est bien de faire un tout petit peu d'activité forte, mais c'est dur de dire aux gens attendez, je ne veux pas faire du squash, je suis obèse, je ne peux pas, ou je suis asthmatique, et ça me... Bon, mais peut-être un jour vous pouvez faire monter un escalier. Alors, les Suédois ont fait quelque chose d'assez amusant. Ils ont fait un concours, et puis celui qui a gagné, il avait mis des marches d'escalier en forme de piano. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous tapez sur Google piano, escalier, Suède, vous tomberez dessus. Et on voit très bien, il y a un escalator, et puis il y a un escalier, et puis c'est des scientifiques qui ont fait ça. Ils ont mis une caméra. Au début, tout le monde prenait l'escalator, bien sûr. Puis quand ils ont mis le piano, un vrai piano qui fait des bruits de piano, des touches de piano, quoi. Les gens se sont mis à monter, à descendre, et plus personne ne prenait l'escalator. C'est plus sympa que de dire pour votre santé, bougez, ne prenez pas les escalators. Il y a un côté moins... Voilà. En fait, probablement, les mobilités, même si nous, en Suisse, on est plutôt bon et qu'il n'y a pas énormément de marge de progression, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est le meilleur des médicaments qu'on peut proposer aux gens, quoi. Bouger, c'est le meilleur des médicaments. Vous pouvez doubler vos années de vie en bonne santé. Là, on est vraiment dans du concret. En faisant ces 4500 pas, on double. Donc c'est absolument fabuleux. Il faut arrêter de prendre nos voitures individuelles. Il faut marcher quand on peut. Se dire, mais est-ce que je suis si loin? Ah, c'est 20 minutes, c'est pas tellement loin. Ah, puis j'aurais fait mes 20 minutes comme ça. Voilà. Et en plus, c'est toujours pareil, c'est vertueux pour la planète. Parce que 22% des émissions de gaz à effet de serre viennent des transports. Et on pense toujours aux transports aériens. On est obsédé contre les transports aériens, mais c'est que 12% les transports aériens. La moitié, pratiquement, c'est nos voitures. Donc, si on arrête de prendre sa voiture pour prendre le tram, le bus, le train ou le vélo ou la marche à pied, c'est bon pour la santé et c'est bon pour... voilà. Alors, je vais accélérer un petit peu. L'isolement social, pour dire, à nouveau, les Japonais... Alors, c'est normal de regarder les Japonais. C'est eux qui ont le plus grand vieillissement. Ils nous précèdent, on a vu, de 20 ans à peu près. Et ils ont... la meilleure espérance de vie en bonne santé après 65 ans du monde entier. Donc regardons ce qu'ils font. Et eux, ils disent « Ah, moi j'appartiens à 5 ou 6 Moai ». C'est quoi un Moai? Un Moai, c'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est mes anciens camarades d'école, d'HESSO, ou alors mes collègues, ou alors mes voisins. On partage des passions. On aime les tableaux de Vermeer. Il y a 37 tableaux de Vermeer dans le monde, donc on va tous les voir ensemble. Ou je ne sais pas quoi, on aime les étoiles filantes, on va les voir le 15 août dehors ensemble. On aime faire du ski, on aime aller voir la Juventus. Peu importe. On a un groupe, on a des groupes et on s'entend bien. Vous savez, parfois il y a une sorte de mythe. Ah, moi, ma retraite, je vais la prendre tout seul dans mon chalet, isolé à la montagne. Non, c'est mieux de ne pas avoir ce mythe-là et de se dire gardez vos amis, gardez votre famille, vous voyez, c'est très important et on voit, c'est un facteur de lutte contre la démence sénile. Dépression également. La dépression, alors là, c'est compliqué. Nos pays riches, bonne santé, bien éduqués, etc., ne sont pas du tout immunisés contre la dépression. Donc les pathologies mentales, c'est compliqué parce que c'est mal diagnostiqué et mal traité. On est un peu comme dans l'hypertension. Et les voisins ne le voient pas, la famille ne le voit pas. C'est des causes de divorce, c'est des causes de perte d'emploi, c'est des causes donc très, très, très remuantes. Et malheureusement, parfois, il faudrait juste un bon traitement, d'abord de la prévention, et puis ensuite un bon traitement
médicamenteux et psychothérapie. Et en plus, la dépression, c'est aussi associé à la démence sénile. C'est pas bon de laisser des dépressions non traitées parce que c'est des facteurs de risque de... Alors, c'est très très fréquent, hein, la dépression, c'est 20% de la population, mais c'est un facteur de risque. Alors voilà, j'aurais presque terminé pour dire que vieillir en bonne santé, on l'a bien compris, c'est un vrai investissement sanitaire, mais pas que. C'est aussi un bon investissement économique. Alors qu'au début, vous auriez pu me dire, mais vous allez nous ruiner avec vos histoires de prévention, parce qu'on va vivre de plus en plus vieux. Non, vous avez bien compris que ce n'est pas le problème. En fait, on va vivre en bonne santé plus longtemps, et à ce moment-là, on aura moins de soins chroniques, on aura moins de demandes de traitement, on aura davantage d'autonomie, moins d'appels aux aidants, moins d'institutionnalisation en EMS. On aura des seniors qui, du coup, vont devenir des aidants. C'est eux qui vont garder les petits-enfants, du coup, tant qu'à faire. C'est eux qui vont aussi participer à beaucoup d'activités culturelles, sportives, sociales. Ils vont parfois cumuler emploi et retraite, on le voit de plus en plus. Au Japon, c'est 75% des plus de 65 ans. Ils cumulent emploi-retraite parce qu'ils veulent augmenter leur pension et qu'ils s'embêtent. Enfin, ils s'embêtent quand ils sont à la retraite. Donc, ils ont envie de travailler un peu plus. Et il y a des études qui montrent que c'est plutôt bien pour la santé. C'est bon signe, quoi. Hein, voilà. Mais vous inquiétez pas, on a le droit aussi de prendre sa retraite. Et puis l'impact économique est majeur parce que des seniors en bonne santé, c'est des seniors qui dépensent. Ils font marcher le secteur du tourisme, etc. On en sait quelque chose ici. Voilà. Mais la prévention n'est pas un job facile. Hein. Je vous ai dit... il y a quand même beaucoup plus de gens qui veulent prendre tout de suite des pilules ou passer à la chirurgie et qui n'ont pas tellement envie de changer d'habitude. C'est pas simple, c'est pas très sympa, c'est assez moraliste, c'est fais pas ci, fais pas ça, c'est un peu austère, plein de restrictions. À Genève, on dit c'est un peu calviniste, c'est vrai. Et puis les politiciens, ça les emballe pas de ce qu'on vous raconte, parce qu'on se dit, dis donc, si je demande aux gens de serrer la ceinture en permanence, ils vont me voir venir. Et voilà. Donc, des législations, des taxes, voilà, c'est pas facile. Hein. Ne pas avoir trop peur du marketing social, voire parfois du marketing commercial. Parfois, il joue contre nous, il peut jouer pour nous. Il y a ce qu'on appelle le nudging, vous savez, mettez à la Coop d'abord, ou à Migros d'abord, les fruits, les légumes. Entrons dans les fruits, les légumes, c'est pas mal, plutôt qu'entrer tout de suite dans les bouteilles. Alors... marketing aussi, nudging aussi pour faire de l'activité physique. Vous faites, voilà, il y a du nudging. À Genève, ils mettent, à Lausanne aussi, à l'université, hein, il y a marqué, c'est pas très sympa, mais il y a marqué devant les ascenseurs un petit logo, on a l'impression que c'est réservé aux handicapés. C'est pas très sympa parce que c'est un peu stigmatisant peut-être pour le handicap, mais c'est une forme de nudging. Les gens disent ah non, moi je suis pas handicapé, ils passent par l'escalier. Bon, c'est un peu bête d'avoir... Je préfère le piano, mais voilà. Et puis, le storytelling, c'est voilà, des séries télé. Toutes les séries télé aujourd'hui, tous les films, les gens boivent, fument. Quand c'est des films un peu anciens, maintenant moins, mais ils boivent. Toujours, le nombre de séries américaines, vous avez 2 femmes dans la cuisine, elles ont un verre. Je dis dans la cuisine, c'est pas parce que les femmes sont dans la cuisine, mais c'est parce qu'elles parlent avec un verre. Mais est-ce que, quand vous êtes dans la cuisine, vous avez forcément un verre de vin rouge, souvent dans les séries télévisées? Voilà. Bon, les réseaux sociaux, les romans, tout ça peut jouer beaucoup. Voilà. Et puis, ce sera mon avant-dernière slide. Là, vous avez compris aussi que la prévention n'est pas une affaire de médecins. Vous avez vu le système d'infirmières, hein, le système de soins, les soignants, on joue pour quelque chose. Mais on est 11% de l'ensemble des mesures de prévention. Il y a beaucoup de milieux socio-culturels, il y a beaucoup de comportements individuels, il y a beaucoup de génétique. Vous avez coché toutes les cases et vous faites un cancer. Bah oui, ça peut arriver, on le sait bien. Hein. Et puis, il y a de l'environnement, la pollution, etc. C'est bon pour la planète. Je n'ai pas parlé beaucoup de la pénurie des soignants, mais c'est un bon frein à la pénurie des soignants, parce que si on reste tous en bonne santé le plus longtemps possible, on demandera moins de soignants. Alors maintenant, pour notre Suisse, eh bien, vous allez avoir, et c'est ma transition, et c'est mes toutes dernières slides, Stéphanie Monod, qui m'a prêté cette diapositive bien aimablement, et qui, en fait, a rendu un rapport à l'Académie de médecine, dont je suis un des membres, et où elle a vanté la promotion de la santé, la prévention pour la population, passer d'un système centré sur l'hôpital à un système beaucoup plus orienté sur la communauté, investir sur les soins primaires. Et en fait,
La LAMA n'est pas bien faite pour ça. C'est le seul dispositif qu'on a aujourd'hui. On n'a absolument rien pour promouvoir la santé et la prévention. Si, on a Promotion Santé Suisse, mais c'est vraiment pas grand-chose et c'est pas contraignant. C'est pas grand-chose en termes, je veux dire, de budget. L'OCDE dit qu'on met 3% de nos dépenses de santé pour la prévention et 97% pour les soins. Donc on voit bien Alors, ce qu'il dit, c'est que dans le cadre actuel, on ne peut pas y arriver. Hein. Dans le cadre, l'OFSP, je ne sais pas s'il y a des gens de l'OFSP ici, mais l'OFSP dit souvent, mais nous, c'est très bien ce que vous nous dites, mais on n'a pas le moyen juridique de faire ça. Et en tout cas, pas du tout contraignant. Pas du tout contraignant. Un canton peut tout à fait décider d'avoir une politique complètement différente, y compris vis-à-vis du tabac ou d'autres choses. Alors, ce que propose Stéphanie Monod et son groupe, et dont elle va vous parler, c'est vraiment une proposition de loi fédérale sur la santé, avec une révision partielle de la Constitution. C'est ambitieux. On sait que ça a échoué une première fois sur la promotion de la santé et la prévention, hein, mais on remet un peu le sujet sur la table en se disant qu'on en a tous aujourd'hui beaucoup, beaucoup besoin. Et voilà, et merci beaucoup de votre attention. Alors, je crois que maintenant la parole est à vous. Il ne faut pas être trop timide et oser se lancer dans le bain. Et je répondrai avec volontiers à vos questions. Alors, il faudrait que vous preniez le micro pour l'enregistrement. Merci, déjà c'était très intéressant. Quelle est la part aujourd'hui d'investissement en Suisse de l'éducation des enfants? Est-ce qu'au fond, à l'école, est-ce qu'on leur apprend toutes ces bonnes pratiques de prévention? Est-ce qu'on a investi là-dedans? Alors, merci pour cette question. D'abord, cette question est très importante à deux niveaux. En fait, une chose que je n'ai pas dite ici, c'est que l'éducation, en tant que telle, est un facteur déterminant, y compris de la santé, énorme. Je l'ai dit un tout petit peu dans ma première diapositive, pourquoi on a une très bonne espérance de vie en Suisse, en particulier parce qu'on a un très bon niveau d'éducation. Mais en plus, à l'intérieur des niveaux d'éducation, ceux qui ont un niveau tertiaire, c'est-à-dire universitaire, ont 4 à 5 fois moins de risque d'avoir une démence d'Alzheimer ultérieure. Donc, investir dans l'éducation pour la société, c'est un investissement pour la santé. Ça, c'est totalement prouvé par la science aujourd'hui, mais c'est très peu dit et très peu calculé. On ne dit jamais c'est un investissement, on ne dit pas aux étudiants, là vous êtes en train de vous traiter préventivement contre Alzheimer. Voilà. Mais c'est le cas. Bon. Alors votre question est plus précise que cela et elle est très intéressante et c'est d'autant plus intéressante que nous commençons une étude sur le canton de Genève où on voudrait regarder dans les programmes scolaires ce qui parle de prévention et de santé publique. Parce que, comme vous le dites, alors, il y a beaucoup de choses qui, indirectement, vont former les gens à une bonne prévention, notamment quand on fait des mathématiques, quand on fait du calcul, quand on regarde des règles de 3, les choses comme ça, on peut comprendre mieux ce type de conférence, ce type d'argumentaire. Donc c'est utile, c'est pas du tout un enseignement dirigé sur la prévention, et ça va être utile pour la prévention. Mais vous avez raison aussi d'avoir, je pense par exemple que des cours de cuisine, c'est-à-dire qu'on dirait aux gens, mais c'est rien de poêler de légumes. C'est rien de faire une compote de pommes. On a des bonnes pommes, c'est facile, ça vaut pas cher, c'est rien à faire. Ça ne dure pas longtemps de faire une poêlée de légumes, par exemple, pour le dîner, plutôt que d'aller acheter un paquet de chips. Eh bien, c'est des choses qu'on pourrait enseigner à l'école. Et bien sûr, l'éducation physique, encore une fois, est très bien faite. En Suisse, on a beaucoup d'activités physiques, on aime beaucoup nager dans le lac, dans la rivière, on aime bien aussi faire du ski, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses vertueuses dans l'école qui ne sont pas ciblées prévention ou ciblées santé, mais qui contribuent beaucoup à la santé. Et on va essayer, dans le canton de Genève, parce qu'évidemment, on fonctionne par canton dans notre pays, et donc on ne pourra pas avoir une réponse qui sera ubiquitaire, mais on va essayer de regarder, et puis après de publier ces chiffres pour que chacun puisse les voir, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question liée avec la prévention plutôt au niveau des communes ou des cantons. Donc il y a des communes qui sont labellisées communes en santé ou autres en Suisse. Est-ce qu'il y a des résultats probants qui ont déjà été
connu ou démontré par rapport à ses effets sur la santé de manière globale? Oui, alors merci aussi pour cette question, parce que vous avez vu dans une de mes diapositives, je montrais le côté environnement qui compte pour, on met 7%, voilà. L'environnement compte et la commune peut apporter par l'environnement beaucoup. En fait, dans les communes qui ont ces labels santé, souvent c'est parce que on aménage l'environnement urbain, urbain ou parfois rural, hein, mais pour faciliter les bons comportements de santé. Vous savez, c'est bien de dire il faut marcher. Quand vous êtes... aujourd'hui, les villes ont fait beaucoup d'efforts pour les bicyclettes, pour les vélos. Il y a eu beaucoup d'efforts, c'est vrai. Au début, on disait non, mais c'est de la culture des Hollandais, mais on ne dit plus ça maintenant. De plus en plus, on voit quand même des pistes cyclables, etc. Beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est très bien. Mais quand vous êtes une personne âgée, quand vous êtes une personne qui a une poussette, quand vous avez un petit enfant par la main, vous n'aimez pas trop voir frôler à toute vitesse par une trottinette qui vous passe comme ça, vous, ou par un vélo, alors qu'il y a la piste cyclable juste à côté, mais qui passe, et qui vous dit non, non, il n'y a pas de souci, avec son téléphone portable en train de... Voilà. Non, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais vous avez un casque, moi, j'en ai pas. Enfin bon. Il y a un peu d'effort à faire sur le plan urbain pour les piétons. Et il y a des villes qui le font. Il y a des villes qui sécurisent les trottoirs, il y a des villes qui sécurisent bien, et qui ont tellement bien marqué que les vélos ne se mélangent pas, etc. Donc on peut faire des efforts. Et on peut faire des efforts aussi, il y a un concept c'est un franco-colombien, je crois, qui s'appelle Carlos Moreno, et qui a inventé le concept de la ville du quart d'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous êtes à un quart d'heure de tout. Bien sûr, des commerces, des écoles, des hôpitaux, bref, vous n'avez pas besoin... C'est toujours un quart d'heure, c'est pas en voiture, c'est toujours un quart d'heure à pied ou en bicyclette ou en transport public. Est-ce que dans votre vie, vous êtes à un quart d'heure de tout, ou est-ce que vous avez des choses, si vous êtes obligé d'aller acheter votre pain en faisant un quart d'heure de voiture, ce n'est pas totalement satisfaisant. Et si vous voulez le label, il faut avoir ce... Voilà. Ce n'est pas Carlos Moreno qui a inventé ce concept, celui qui l'a inventé est un Suisse. Il s'appelle Le Corbusier, vous savez, l'architecte. Le Corbusier a inventé, lui, il avait dit la ville des 10 minutes. C'était encore plus... Et en fait... La ville des 10 minutes, c'était vraiment ça, et il en a fait une seule, à ma connaissance. Il a fait une ville entière, dont j'ai oublié le nom, mais qui est en Inde. C'était une capitale, un peu comme Brasilia. Ce n'est pas la capitale de l'Inde, bien sûr, ce n'est pas New Delhi, mais c'est la capitale d'une des régions. Et cette capitale, à l'époque où l'Inde s'est mise, vous savez, c'est comme la Suisse, hein, ils ont un peu plus grands, mais ils ont des régions qui sont très, très autonomes, et ils ont voulu avoir leur capitale. From scratch, depuis rien. Ils ont construit, et Le Corbusier a construit cette capitale, et il a conçu ça comme une ville des 10 minutes. Et ça n'a pas eu du tout à l'époque, ça n'a pas du tout marché, parce qu'on est à la grande époque de l'automobile. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que il est hors d'âge, enfin c'est fini, on ne marche plus. Tout le monde avait des grosses voitures, etc. Donc cette ville des 10 minutes, ce n'est pas du tout un concept qui a marché. Carlos Moreno l'a repris sous le concept de la ville des 15 minutes, et qui est assez intéressant. Donc, je pense en effet que les communautés, l'environnement urbain, c'est capital. Si vous êtes dans un environnement urbain qui est favorable à la santé, où vous avez des parcs, où c'est agréable d'aller marcher, alors oui, j'irai marcher. Mais si je dois marcher entre des colonnes de poids lourds, la bretelle d'autoroute qui me passe au-dessus et le train qui est juste au-dessous, ce sera quand même beaucoup moins agréable. On en convient. Donc c'est vrai que ça se travaille, les comportements de santé. Et d'ailleurs, ça introduit un point que je n'ai pas beaucoup dit, c'est le gradient social vis-à-vis de toutes ces mesures de prévention, qui est souvent assez fort. C'est-à-dire que plus on est éduqué, aisé, plus on comprend mon discours et plus on le met en pratique. Mais quand on est beaucoup plus vulnérable socialement, on a beaucoup plus de mal. Et c'est là-dessus que je pense qu'on doit vraiment focaliser toute notre attention. J'aime bien ce graphique parce que vous avez parlé de l'environnement, 7%. Il y a un environnement qui se développe et qui est aussi un facteur important qui a une influence sur la santé, c'est tout ce qui est l'environnement numérique. On voit avec l'influence des réseaux sociaux et autres. Et puis un domaine où on voit il est très peu régulé. On a des mesures structurelles pour l'alcool mensuel.
partout. Et puis là, tout d'un coup, on est dans un environnement à part entière qui est très peu régulé. Alors, comment vous voyez le rôle de la prévention et sur quoi il faudra agir à ce niveau? Ah oui, bonne question. Je ne suis pas sûr que je mettrais ça dans l'environnement, mais vous avez raison de le mettre. C'est probablement dans les comportements individuels à risque. En fait, c'est même aujourd'hui considéré comme un comportement à risque addictif. On est devenu addict à nos écrans. Et il y a une forme d'addiction et un risque de danger, avec des dangers, je dirais, qui peuvent être de différentes natures. C'est-à-dire que, voilà, lire sur son smartphone ou sa tablette ou sa liseuse plutôt que sur un livre ou plutôt que sur un journal, ce n'est pas un problème majeur, me semble-t-il. En tout cas, ce n'est pas pathologique. Mais évidemment, le risque, c'est le côté... Il y a le risque parfois des jeux. Il y a des jeux, il y a des services qui peuvent être dangereux pour la santé, les jeux, il y a aussi l'addiction au sexe, enfin à la pornographie, notamment chez les enfants. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être des problèmes véritables pour la santé, mentale en particulier, et qui doivent être pris en compte dans la partie addiction aux écrans et addiction aux jeux. C'est tout à fait exact. Après, je pense que c'est... évidemment extrêmement important parce que ça nous a transformé beaucoup notre vie en fait, hein, tous ces écrans. C'est un peu tôt, je pense, aujourd'hui pour bien comprendre et distinguer ce qui est vraiment délétère pour la santé, ce qui au contraire est quelque chose qui ouvre et qui apporte beaucoup d'informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi même des applications qui sont extrêmement intéressantes, hein, y compris pour la santé. Je parlais tout à l'heure des podomètres, mais il y a beaucoup d'autres applications qui peuvent être utiles à la santé. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, y compris dans des prises en charge. On n'a pas de déserts médicaux trop importants dans notre pays, mais on commence à en avoir. Mais on peut comprendre que, par exemple, quand vous avez un radiologue par million d'habitants, comme dans certains pays d'Afrique subsaharienne, vous pouvez être éventuellement très intéressé par certaines applications qui peuvent lire par intelligence artificielle ou par l'aide d'intelligence artificielle des radiographies ou de l'imagerie ou de l'échographie. Donc il y a vraiment un peu tout et son contraire dans ce domaine-là, et ça va être difficile d'étiqueter en tant que tel les écrans comme pourvoyeurs que de morbidité, on va dire.